Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser à la loi de la réflexion et nous allons essayer de la démontrer rigoureusement. Alors cette loi de la réflexion, vous la connaissez déjà, c'est la loi de Descartes qui nous dit que le rayon réfléchi est réfléchi dans le même plan que le rayon incident. Et cette loi de Descartes, elle nous dit aussi que l'angle du rayon réfléchi est égal à l'angle du rayon incident. Alors, cette loi de Descartes, c'est 1637, proposée dans le discours de la méthode. À l'époque, Descartes ne connaissait pas l'électromagnétisme, donc il ne pouvait pas faire la démonstration que nous allons faire dans la suite de ce chapitre. Et dans cette loi de Descartes, il faut bien garder à l'esprit qu'elle ne donne que les directions des rayons, elle ne donne pas leur amplitude. Ça, ce seront d'autres lois que nous verrons un petit peu plus tard. Alors, la situation que nous allons étudier, c'est la suivante. On a un milieu incident et un milieu transmis avec des indices optiques différents. Le faisceau incident, on va le repérer à travers son vecteur KI, et on va, au point d'intersection de ce vecteur KI avec l'interface, on va définir la normale, ce qui va nous permettre ensuite d'avoir l'angle d'incidence θi. On va aussi poser un repère dont l'origine c'est le point d'impact du rayon incident, avec un vecteur EX, un vecteur EZ qui est vertical, et un vecteur EY qui est orienté ici vers nous. Donc là, on voit que ce vecteur EY est perpendiculaire au point d'incidence. Le faisceau réfléchi, lui, on va l'identifier par son vecteur d'onde KR, et si on s'intéressera, quand on s'intéressera au vecteur transmis, ce sera le vecteur d'onde KT qui nous intéressera, et les angles θr pour l'angle du rayon réfléchi, l'angle du rayon transmis θt. Donc voilà, on a trois rayons impliqués, une onde incidente, une onde réfléchie et une onde transmise. Donc ces trois ondes impliquées, on va supposer qu'elles sont planes et monochromatiques. Donc ça, on peut faire cette hypothèse pour l'onde incidente, on l'a fait également pour l'onde réfléchie et l'onde transmise. Du coup, on peut écrire ces trois ondes de la manière suivante. L'onde incidente a une certaine direction, I0, et c'est une onde plane monochromatique, donc exponentielle de IKIR moins oméga IT. On peut faire la même chose pour l'onde réfléchie et l'onde transmise. Ce qu'il faut voir ici, c'est qu'on ne fait pas d'hypothèse sur la fréquence de l'onde réfléchie et de l'onde transmise. Pour l'instant, on ne va pas supposer qu'elles sont identiques. De même, là, on a pris une référence de phase pour l'onde incidente et il peut exister un déphasage avec l'onde réfléchie et l'onde transmise. C'est ce qu'on fait apparaître à travers φr et φt. Et on suppose ici aussi que les vecteurs d'onde KR et KT sont différents de KI. On ne suppose pas a priori de connaissances sur ces vecteurs d'onde. Concernant ER et ET0, là aussi, il n'y a pas de supposition a priori. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a décidé de réfléchir ici sur le vecteur champ électrique. Alors, il y a une chose qu'on peut déjà écrire, c'est que notre vecteur KI, de par la construction de notre repère, il est compris dans le plan OXZ. Donc sa composante suivant KY, elle va être nulle. Alors, ce qui va être intéressant, c'est d'écrire le champ total qu'on a dans le milieu incident, le milieu 1, et dans le milieu transmis, le milieu 2. Alors, dans le milieu incident, le champ total, c'est la somme du champ incident et du champ réfléchi. Dans le milieu 2, c'est plus simple, on n'a qu'un seul champ, donc c'est uniquement le champ transmis. Alors, ici, j'ai juste remplacé EI et ER par leur expression. Et là, la même chose pour le champ transmis. Alors, on va se placer au niveau de l'interface. L'interface, qu'est-ce que c'est? C'est Z qui est égal à 0. Et là, du coup, j'ai développé les produits scalaires KI scalaire R et KR scalaire R et ainsi de suite. Je les ai écrits de manière explicite. Donc, on a les coordonnées X, Y, Z qui apparaissent.
Ce que j'ai déjà pris en compte, c'est que pour le vecteur incident, la coordonnée KI suivant Y était nulle. Ça, c'est quelque chose qu'on avait vu précédemment. Et j'ai aussi pris en compte qu'on se plaçait au niveau de l'interface, donc KZ, ici est nul. On n'a pas de composante ici de K suivant Z qui rentre en compte au niveau de l'interface. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement les composantes tangentielles, ici. Donc, je m'intéresse que ce qui se passe sur les composantes tangentielles. Donc, j'ai une composante tangentielle pour le champ incident, pour le champ réfléchi et pour le champ transmis. Alors, pourquoi je vais m'intéresser uniquement aux composantes tangentielles? Eh bien, c'est parce que j'ai conservation des composantes tangentielles. Et je peux écrire qu'au niveau de l'interface, on a le champ total dans le milieu 1 pour sa partie tangentielle qui est égal au champ total dans le milieu 2 pour sa partie tangentielle. J'ai cette conservation qu'on avait vue un petit peu dans les rappels d'électromagnétisme dans le chapitre 1. Alors, pour l'exploiter, on va introduire un vecteur supplémentaire qu'on va construire de manière à ce qu'il soit perpendiculaire à la composante transverse transmise ETT0. Donc il est situé dans le plan de l'interface et comme il est perpendiculaire à T2, eh bien quand on fait le produit scalaire, il est nul. Mais ET2 c'est la même chose que T1. Ça, c'est la conservation des composantes tangentielles qui nous permet de l'écrire. Et donc, je peux écrire, ici j'ai juste remplacé le champ tangentiel d'un milieu 1 par son expression qu'on a trouvée par les calculs précédents. Je peux écrire cette égalité. Alors, si je développe mon produit scalaire, eh bien, on voit que j'ai deux composantes qui apparaissent ici, deux produits scalaires qui apparaissent. On ne va pas à la valeur de ces produits scalaires, on va juste dire que le premier vaut AI et puis le deuxième vaut AR. Le premier est lié au vecteur incident, le deuxième est lié au vecteur réfléchi. On sait juste que c'est des scalaires et qui sont entiers. Donc voilà ce que ça va me donner quand je remplace ces produits scalaires. Je peux encore modifier cette égalité. Et ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai regroupé tous les termes en exponentielle d'un même côté, et puis les AI et les AR, je les ai mis de l'autre côté. Donc ça, c'est des manipulations assez simples. Et là, dans cette dernière manipulation, j'ai mis ensemble tous les termes qui dépendent de X, tous les termes qui dépendent de Y, tous les termes qui dépendent du temps T. Et il reste un terme de phase phi r. Donc là, en fait, j'ai séparé les influences des différentes coordonnées dont on dispose au niveau de l'interface. On peut avoir une variation suivant X, suivant Y, suivant le temps. Donc, on a cette égalité. Et ce qu'il faut remarquer ici, c'est que le terme de droite de cette égalité, AR et AI, ils sont fixes. Ils ne vont pas dépendre de X, de Y et de T. Donc, j'ai à gauche un terme qui dépend de X, Y et T, à droite un terme indépendant de X, Y et T. Donc, a priori, il y a un petit problème. Donc, le problème pour le lever, il faut que mon terme de gauche devienne indépendant de l'espace de X, de Y et de T. Donc, il faut que je réussisse à rendre ce terme de gauche indépendant de ces trois variables. Donc, la seule manière qu'on a, c'est de faire en sorte que l'exponentielle, ici, soit nul. Enfin, le terme à l'intérieur de l'exponentielle soit nul. C'est-à-dire, là, on sera sûr qu'il sera constant. Et si on part sur cette base, on voit qu'on va avoir trois termes qui devront être constants. Donc kx moins ki moins ktx devra être nul. KRY devra être nul. Oméga i moins oméga r devra être nul.
ça nous assurera d'avoir des exponentielles qui ne varieront pas suivant x, suivant y ou suivant le temps. 0 multiplié par n'importe quoi, ça reste toujours constant, ça vaut toujours 0. Donc, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que de par l'exponentielle ici qui dépend de x, on peut trouver que kix est égal à krx. Suivant le terme ici en y, on en déduit que kry est nul. Et puis, le terme dépendant du temps nous donne que oméga i est égal à oméga r. Alors, maintenant, interprétons ces trois relations. La plus simple, oméga i qui est égale à oméga r, eh bien, on en déduit que la fréquence de l'onde réfléchie est égale à la fréquence de l'onde incident. Donc, le processus de réflexion ne fait pas varier la fréquence de l'onde. De kry qui est nul. Kry, c'est la projection du vecteur d'onde réfléchi suivant l'axe y. Elle est nulle, ça veut dire qu'il n'y a aucune partie de k réfléchi qui est suivant y. Donc le rayon incident est totalement contenu dans le plan défini par OX et OZ. Et ça, c'est le plan d'incidence. Le rayon réfléchi est donc bien dans le même plan que le rayon incident. Et enfin, la dernière égalité, kx qui vaut krx, eh bien, ça nous dit que la composante tangentielle du vecteur k est conservée. Dans les deux cas, la composante tangentielle du vecteur k, comme il n'y a pas de composante suivant y, ça se limite à la projection sur l'axe x, et on voit que cette projection est identique. Donc on a une conservation de cette composante tangentielle de k, et ça c'est quelque chose qui va nous être utile pour plus tard, pour différentes constructions, et également, par exemple aussi pour tout ce qui est réseau. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer d'autre? Eh bien, de oméga i égale oméga r, on peut aussi exploiter la relation de dispersion qui nous dit que oméga vaut k fois c divisé par n. Ici, on a le même indice pour le milieu incident et le milieu réfléchi. Donc, la relation de dispersion nous donne que ki est égal à kr en module. On a conservation du module dans le processus de réflexion. Et du coup, avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien, on sait que kx égale kry, c'est la conservation de la composante tangentielle de k. Cette composante tangentielle de k, eh bien, on peut l'exprimer à partir du vecteur k en prenant sa projection sur l'axe des x, et avec un petit peu de trigonométrie, on trouve tout de suite que kix, c'est ki sinus θi. krx, c'est kr sinus θr. Là, eh bien, on va utiliser le fait que ki vaut kr, donc du coup, les ki et les kr disparaissent. On n'a plus que sinus θi qui vaut sinus θr, et on va en déduire que θi vaut θr. Donc là,